En septembre 1975, une revue américaine publie un texte signé par 186 scientifiques, dont des prix Nobel. Il y a des astronomes, des physiciens, des biologistes. Le texte s'appelle « Objection à l'astrologie » et il dit, en gros, que les fondements de l'astrologie sont faux et le public devrait cesser d'y prêter attention. 186 chercheurs de premier plan se mettent d'accord, rédigent une déclaration commune, la signent et la publient, contre une pratique qui n'a aucun pouvoir de contraindre qui que ce soit. Une pratique dont l'existence tient à des gens qui chez eux regardent où étaient les planètes le jour de leur naissance. Personne n'a jamais signé de pétition contre le tarot, contre la numérologie ou encore le yiking. Ces pratiques offrent exactement les mêmes garanties scientifiques, c'est-à-dire aucune. Pourtant, elles peuvent circuler en toute tranquillité. L'astrologie, elle, déclenche des tribunes, des vidéos, des livres entiers et même des carrières entières dédiées à la démonter. Cette différence de traitement m'intéresse. Ça raconte quelque chose, mais ce qu'elle raconte concerne surtout ceux qui l'attaquent. Alors je vais vous parler d'histoire avec des sources, mais je vous rassure tout de suite, je ne vous demande pas de croire en quoi que ce soit. Commençons par le plus simple. S'attaquer à l'astrologie ne coûte rien. Elle se pratique dans les livres, dans les salons, ou au pire, elle devient un simple support commercial. Elle n'a pas d'église, elle n'a pas de représentant au gouvernement, et si vous vous moquez de l'astrologie, vous ne risquez pas d'être censuré ou de perdre votre job. Les personnes qui pratiquent l'astrologie sont déjà socialement marginalisées. Et il faut nommer les choses, les 3/4 des personnes qui s'intéressent ou qui pratiquent l'astrologie sont des femmes. Et ça compte quand on sait avec quelle facilité elle est tournée au ridicule. Quand on compare avec les grandes religions, elles ont des États, elles ont des relais politiques, elles ont des milliards de fidèles, des juristes, des écoles et des budgets. S'attaquer à elles engage. Un bouc émissaire obéit toujours à la même équation. Il faut qu'il soit assez visible pour qu'on puisse le montrer du doigt et assez démuni pour qu'il encaisse sans répondre. L'astrologie coche les 2 cases. Il y a dans l'astrologie une charge émotionnelle qui dépasse de très loin l'enjeu réel. Et il faut distinguer 2 choses qu'on confond en permanence. Il y a la science, une méthode, des protocoles et une exigence de preuve, une capacité aussi à se corriger, et il y a le scientisme. Un récit culturel qui se sert de la science comme d'un tribunal et qui décide de ce qui a le droit d'exister comme pensée. Le premier n'a aucun besoin d'ennemis, mais le second si. Et c'est le second qui nous occupe ici. Pour comprendre d'où il vient, il faut remonter au moment où il s'est fabriqué. Et là, il y a une information qu'on ne raconte jamais à l'école, c'est que ce monde avant cette fabrication a été infiniment plus long que le nôtre. Et ce monde n'était pas peuplé de crédules, il était peuplé de personnes qui ont inventé la science. En 1975, la même année que la pétition signée par les 186 scientifiques, ce qui est quand même un hasard incroyable, un historien monte à la chaire du Collège de France pour faire 4 conférences. Il s'agit d'Eugenio Garin, qui est l'un des plus grands spécialistes de la Renaissance de son siècle. Garin, c'est un historien, donc son objectif, ce n'est pas de démontrer ou de prouver l'astrologie. Le fait que ça marche ou pas, ça ne l'intéresse absolument pas. Lui, il s'intéresse à une autre question, c'est plutôt à quel moment l'Occident a décidé que cette connaissance était obsolète. Et sa réponse commence par un constat qui met tout par terre. Pendant l'essentiel de notre histoire, la question ne se posait pas, il n'y avait rien à séparer, parce que les 2 choses qu'on nous demande aujourd'hui de distinguer n'en formaient qu'une seule. Les hommes qui ont bâti l'astronomie sont les mêmes que ceux qui ont pratiqué l'astrologie. Prenons-en 3. Au IIe siècle à Alexandrie, un homme écrit 2 livres. Le premier s'appelle l'Almageste. Il s'agit de mathématiques pures, description des mouvements du ciel, un monument de rigueur qui va servir de base à l'astronomie pendant 14 siècles. Et le deuxième ouvrage qu'il écrit s'appelle le Tétrabiblos, ce qu'on appellerait aujourd'hui un manuel d'astrologie. Il s'appelle Ptolémée. Dans son esprit, il faisait la même chose, mais en 2 temps. D'abord établir où sont les astres, et ensuite comprendre ce que ça fait aux vivants. Il l'a écrit noir sur blanc dès son introduction. Quand on avance de 15 siècles, un homme calcule les lois qui décrivent les orbites des planètes. Les lois qu'on utilise aujourd'hui pour envoyer des sondes vers Jupiter. Il s'appelle Kepler. Et Kepler fait des horoscopes. Quand on l'attaquait là-dessus, il répondait qu'il avait observé encore et encore que les choses bougent ici-bas quand les planètes se rencontrent là-haut. Il ajoutait qu'il avait presque cédé à contre-cœur, vaincu par ce qu'il constatait. Si on avance 1 siècle plus tard, Newton, le père de la physique moderne, celui qui pose la gravitation, les 3 lois du mouvement et toutes les fondations. Il a consacré à l'alchimie autant d'années qu'à la physique, et ses manuscrits alchimiques, qui font des centaines de pages, sont restés impubliés pendant près de 2 siècles.
jugés encombrants et gênants pour son patrimoine. Quand Cambridge les examine à la fin du XIXe siècle, l'université préfère ne pas les publier. Ils ne referont surface qu'au XXe siècle. On nous a appris à voir une frontière naturelle entre l'astronomie et l'astrologie, entre la chimie et l'alchimie, entre la science et la magie. Un chercheur d'Amsterdam qui a passé sa vie sur cette question, Wouter van Graaf, a montré que cette frontière est récente. Et Garin insiste sur ce détail. Le combat pour reléguer l'astrologie au rang de superstition a été long, laborieux et jamais complètement gagné. Ce qu'on a rejeté, c'est plutôt une idée que l'ordre du ciel et le sens d'une vie humaine puissent avoir quelque chose à voir. Une chose sur Garin, parce que ça compte, Eugenio Garin, c'est un historien de la philosophie. Lui, le fait de savoir les mouvements célestes qui influent sur la vie, ça ne l'intéresse pas. Il n'a jamais consulté d'astrologue. Et d'ailleurs, il revendique largement d'être totalement désintéressé de l'astrologie. Ce qui l'occupe est ailleurs, c'est beaucoup plus vaste. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment la connaissance humaine se fabrique. Comment une époque reconnaît une connaissance ou un savoir et ensuite le relègue au rang d'ineptie. Et à cet endroit, l'astrologie, pour lui, c'est un cas d'école. C'est un cas représentatif et c'est même le meilleur cas parce que on voit avec l'astrologie ce système à l'œuvre. La frontière entre une loi rationnelle et une croyance efficace n'a jamais été nette. Personne n'a jamais réussi à la tracer proprement. Il ajoute une phrase qui devrait être plus connue. À l'examen, la raison pure se révèle être elle-même un mythe, une idéologie, ou dans le meilleur des cas une boussole qu'on se donne. C'est une affirmation lourde de sens, et pour la tenir, il lui faut un exemple. Il lui faut prendre une science en train de croire à quelque chose qu'elle ne peut pas prouver, et le montrer avec un texte que personne ne pourra accuser d'indulgence. Il va le chercher chez Ernst Mach, physicien autrichien, mort en 1916. Einstein le lisait, il est à l'origine d'un courant de pensée qui va dominer le XXe siècle. Pour ce courant, une affirmation ne compte comme connaissance réelle que si on peut la tester par l'observation ou la mesure. Tout le reste, la métaphysique, la morale et même le sacré sont écartés comme du vent. Vous ne trouverez pas d'auteur plus hostile à la pensée symbolique. Mach parle des encyclopédistes, Diderot, d'Alembert, tout cet héritage des Lumières et de ce qu'ils croyaient tenir. Leur conviction, c'était que l'univers entier fonctionne comme une horloge, de la trajectoire d'une comète à la pensée d'un homme. Tout se ramène à de la matière en mouvement, des chocs et surtout des rouages. Ils pensaient qu'on venait de trouver la clé et qu'il ne restait plus qu'à finir le travail. Toutes les explications d'avant, donc les dieux, les influences célestes, l'âme du monde, tombaient d'un coup dans la catégorie des fables. Mach dit qu'il comprend leur joie et qu'elle est belle, qu'elle est unique aussi dans l'histoire de l'esprit humain. Puis, il ajoute ceci. La conception du monde des encyclopédistes nous apparaît comme une mythologie mécanique, en regard de l'animisme et des vieilles religions. Les deux contiennent des exagérations indues, fantastiques, d'une perception incomplète. Malheureusement, sans ces conclusions arbitraires, sans ces visions fantaisistes d'un tout, la recherche humaine ne peut pas avancer. Attention à ne pas lui faire dire plus qu'il ne dit. Mach ne dit pas que tout se vaut, il dit qu'aucun savoir, pas même le sien, n'échappe à sa part de récit. Ce n'est pas ranger l'astrologie et la physique sur la même étagère, c'est plutôt rappeler que l'étagère elle-même repose sur un sol qu'on ne voit pas. Une mythologie, le mot est de lui, donc lisez bien cette citation, parce que la science a besoin d'une histoire sur le monde pour avancer, et une histoire qu'elle ne démontre pas et qu'elle ne peut pas démontrer, et d'ailleurs sans laquelle elle s'arrête. Cette histoire, elle se renouvelle. Les Grecs avaient les sphères, le 18e avait ce principe mécaniste de la machine, et le 19e avait l'histoire du progrès. Mach écrivait lui-même sa propre théorie du monde. La plus haute philosophie du chercheur consiste à supporter une image incomplète du monde et à la préférer à une image apparemment parfaite. Donc on a deux hommes sans intérêt à proprement parler pour l'astrologie et qui arrivent aux mêmes conclusions. Si toutes nos visions du monde reposent sur des récits qu'on ne peut pas à proprement parler prouver, alors l'acharnement qu'il y a sur l'astrologie et le rejet aussi qu'elle va générer devient franchement intéressant. Quand on regarde ce que l'astrologie affirme dans son essence, c'est qu'elle estime qu'il y a un lien entre l'ordre extérieur, donc tout ce qui est mesurable, calculable, vérifiable, et aussi ce qui se joue à l'intérieur d'un être humain. Garin fait ici une remarque qui interpelle. En rejetant ce domaine, dit-il, au nom de la raison et des Lumières, on a jeté aussi ce qui annonçait certaines des recherches les plus fécondes de la modernité. Il pense à la psychologie des profondeurs, à l'inconscient. L'astrologie, à sa façon, disait qu'un être humain est traversé par des forces qu'il ne choisit pas et qu'il peut apprendre à lire. 3 siècles plus tard, on a redécouvert ça et on l'a appelé autrement. La rencontre entre ce qu'on éprouve et ce qui existe. Alors le constat, il est là. Pourquoi est-ce qu'une pensée dominante a besoin d'un ennemi aussi inoffensif et
elle y met autant d'ardeur. Ce que raconte l'histoire tient en peu de mots. L'astrologie a été chassée, elle a été chassée par les institutions, par le pouvoir, par l'Église, par l'État, par les universités, et puis par la démonstration. Mais elle continue de hanter culturellement ceux qui l'ont chassée, parce qu'elle a été chassée sans répondre à la question qu'elle posait. Le lien entre le monde et l'expérience d'y vivre, ou encore ce qu'une civilisation fait de tout ce qui, chez l'être humain, résiste au calcul. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout autour de cette explication. J'espère qu'elle vous a donné des grilles de lecture et surtout une perspective nouvelle sur le sujet proéminent qu'est l'astrologie culturellement aujourd'hui en France. En attendant, si tu as aimé ce contenu, sache que je vais en poster plus. Donc si tu veux être tenu au courant, n'hésite pas à suivre cette chaîne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.